Eh bien le bonjour. J'ai donc connu cette légende grâce au film du 10 décembre 2004, donc à cet âge-là j'avais 4 ans, je vous rassure je ne l'ai pas vu à ce moment-là, portant donc le même nom que la légende dont je vais vous parler aujourd'hui. Qui plus est, c'est un très beau film que j'ai toujours aimé. Il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul film qui a été fait sur le sujet. Je m'étais donc renseignée il y a quelques années quand j'ai vu le film pour savoir en fait ce qui en était vraiment, mais je n'avais pas vraiment poussé à proprement parler les recherches. Et aujourd'hui, du coup, je dépoussière alors cette légende dont vous avez vu le nom dans le titre, dans les moindres détails. Je tiens à préciser qu'à contrario d'habitude, je vais d'abord vous raconter la légende et seulement après les faits historiques, parce que je pense que voilà, on a besoin du contexte de base pour mieux comprendre en fait ce que je vais vous expliquer après. Donc c'est parti. Le fantôme de l'opéra. La légende raconte l'histoire d'un homme grièvement brûlé au visage qui se cache dans les sous-sols de l'opéra Garnier portant un masque. C'est un musicien qui, défiguré, ne se présentait jamais sans son fameux masque. Celui-ci réclame toujours la loge numéro 5 au propriétaire de l'opéra, ainsi que d'une rente mensuelle assez élevée sous peine que de mystérieux drames viendront entacher la réputation du lieu. Jusque-là, ces conditions ont toujours été exécutées par l'ancien propriétaire. Jusqu'au jour où il y a eu un changement de propriétaire et des messieurs ont repris le flambeau et ont totalement refusé de coopérer en prétendant qu'ils ne vont pas se laisser manipuler par un soi-disant fantôme. Cela dit, cela a créé une succession de problèmes assez connus pour certaines, dont la chute du lustre, dont je reviendrai après, qui finalement n'était pas le lustre en lui-même, sur le public et du coup lors d'une représentation. Mais bien plus que le côté affaire, le fantôme s'était pris d'une jeune danseuse nommée Christine Daae, dotée d'une magnifique voix mais qui n'ose pas se montrer, s'écrasant devant la diva de l'opéra du moment, Donna Carlotta. Cette dernière finit d'ailleurs par être évincée par les manigances du fantôme afin de donner l'occasion à sa protégée de faire ses preuves. Si vous avez déjà vu le film, vous voyez un peu toutes les manigances vite fait qu'il a faites, mais c'est clairement pas les plus importantes actuellement. Le fantôme est pour Christine l'ange de la musique. Elle pense que c'est un ange qui a été envoyé par son défunt père afin de la protéger et de l'aider à faire ses preuves. Alors que le temps passe, Christine recroise par hasard son ami d'enfance, le vicomte Raoul de Chamigny, très bel homme au passage. Tous deux commencent une romance, ce qui ne plaît absolument pas du coup à notre musicien, qui va tout faire pour empêcher cette relation de se faire. Tout d'abord, le fantôme décide d'enlever Christine, fou de jalousie, et de l'emmener dans son repère, proche du lac de l'Opéra. Les fameuses caves, puisque l'opéra a été construite sur une grande étendue d'eau. Il mettra du coup de la pression grâce à la disparition de Christine pour exécuter son œuvre Don Juan triomphant. Durant les quelques temps passés ensemble dans les sous-sols, Christine, qui est assez curieuse et a demandé à plusieurs reprises l'identité, à voir le visage en fait de son musicien, de son ange de la musique, décide à un moment où monsieur a le regard ailleurs, de lui enlever subitement son masque. Et là, ça va pas du tout le faire. Il décide de rapidement cacher son visage pour éviter en fait d'apeurer Christine à cause de son physique. Et celle-ci insiste du coup pour le regarder. Ce que le fantôme en fait redouté arrive finalement. Elle est horrifiée et prend peur. Il la laisse du coup remonter à la surface après une énorme déception en voyant en fait la réaction de sa dulcinée pour qu'elle chante son œuvre. Donc il y a quand même un peu de déception mais un peu de rage en même temps. Et Raoul de son côté persuade les propriétaires de tendre un piège en appelant la police pour attraper le fantôme. Et à la fin de la représentation, le fantôme prend le premier rôle du ténor et chante avec Christine. Ce qui est, on va pas se le cacher, dans le film, juste magnifique. Le point de non-retour, si jamais écoutez-la, allez. Il arrive finalement à s'échapper du piège tendu et enlève à nouveau Christine. Il lui donne alors deux choix. Soit elle reste avec lui, soit Raoul meurt. Et Christine choisit alors à contre-cœur de se sacrifier
donc de rester avec lui, pour sauver l'homme qu'elle a fini par aimer. Le fantôme, par amour par Christine, va disparaître de sa vie en comprenant qu'en fait elle aime sincèrement Raoul et l'autorise à épouser Raoul. Finalement, une fois que les deux se seront unis, le fantôme finit par mourir d'amour et de solitude. Dites-moi d'ores et déjà en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette légende, de cette histoire. Et si vous ne l'avez pas entendu, dites-moi en même temps ce que vous en pensez. On va passer aux faits historiques avec les inspirations et les drames réels qui ont conduit du coup Gaston Leroux à créer le fantôme de l'opéra, tout simplement. Tous les films, ce sont des adaptations du roman de Gaston Leroux. Donc le 15 novembre 1862, à l'opéra Le Pelletier, qui à l'heure actuelle est totalement détruit, un drame se produit. Emma Livry est en pleine répétition de la muette de Portici, je ne sais pas. Elle est le premier sujet de la danse jouant Fenella. Alors qu'elle s'élance vers le centre de la pièce, son costume frôle une rampe qui est totalement allumée, puisqu'avant c'était allumé avec des bougies, et son vêtement composé de gaz, donc le gaz, le tissu, s'enflamme. Elle remarque alors les flammes derrière elle et elle panique, tandis que tous les autres autour d'elle restaient pétrifiés, ils ne savaient absolument pas l'aider. Et après un long moment du coup de panique où personne en effet ne venait la secourir, elle a fini par ramener sa tenue vers sa poitrine et s'embrase totalement. Le docteur du théâtre a parlé du fait qu'elle n'avait crié que 3 fois, mais que ses cris resteront à jamais dans leur tête. Un pompier, je ne sais pas si c'est de l'opéra en lui-même, a fini par se précipiter pour la secourir et éteindre des flammes. Et dans cette tentative, il aura été grièvement blessé. Le feu avait épargné du coup le visage de la belle Emma, et grâce au tissu trempé que le pompier avait réussi à lui mettre, elle va réussir à survivre. Et paraît-il, une fois que le feu s'est complètement arrêté, elle s'est mise à genoux pour prier. Apparemment, le pompier aussi, quand il l'a secourue, il avait pu entrevoir du coup le visage de Emma qui n'était pas encore complètement embrasé par les flammes. Sauf que malheureusement, elle décéda 8 mois plus tard, le 27 juillet 1863, à l'âge de 20 ans. Et quelques semaines plus tard, elle allait avoir ses 21 ans. Durant ces 8 mois, ses blessures s'étaient bien guéries, elle dansait toujours aussi bien. Donc ça avait pas mal surpris quand même les personnes de son décès, à savoir que j'ai eu au cas où un autre son de cloche, mais ça j'en suis pas sûre justement, sur la fiabilité j'entends, puisque apparemment sinon elle serait morte quelques jours plus tard. Lors de son enterrement, toutes les danseuses de l'école étaient autour du cercueil en tutu blanc, et Alexandre Dumas Junior était justement présent à l'enterrement. Le drame qu'il y a eu à l'opéra Le Pelletier en 1862 parle d'une jeune danseuse, donc Emma Livry, prometteuse, qui a vu ses vêtements prendre feu à cause des bougies. Tout l'opéra a pris feu et elle est décédée donc des suites de ses blessures. Et selon la légende, puisqu'il y a une sorte de deuxième légende, son fiancé, qui était aussi de l'opéra au moment de l'incendie, a été sévèrement brûlé au visage, le laissant défiguré sur toute la moitié. Ça, je ne sais pas si c'est véridique, ou du moins que ça soit lié, j'entends. Il faut savoir que du coup à l'époque il y avait énormément d'incendies qui étaient déclarés à cause des bougies justement, et des constructions en bois causant la mort d'énormément de personnes, notamment de jeunes ballerines aussi. J'avais pu voir divers noms, mais là déjà je suis contente d'avoir réussi à trouver le nom de cette fameuse ballerine, puisque je connaissais, on va dire, son histoire en partie, comme quoi voilà, ça venait de là, mais je n'avais pas son nom. Suite à cette tragédie, le 20 mai 1896, le contrepoids du fameux lustre de l'Opéra Garnier lâche et tombe sur une spectatrice qui décède sur le coup. Un contrepoids pèse en moyenne 750 kilos. Donc il a traversé le plafond, puis le plancher des 5e loges, avant de finir sa chute sur les places 11 et 13. Sauf que la malheureuse, du coup, qui est décédée, était une femme modeste qui adorait l'opéra, et elle s'appelait Claudine Chaumeil. Il faut savoir que l'Opéra Garnier, justement, je crois que j'ai un peu plus développé après, a été accéléré dans sa construction, justement, au moment de l'incendie, en fait, à cause de tous les incendies de l'Opéra Le Pelletier. Donc tous ces événements conduisent à Gaston Leroux à écrire Le Fantôme de l'Opéra en 1910. Une autre rumeur survient et daterait du début de construction de l'Opéra Garnier. Le 28 octobre 1863, un jeune pianiste nommé Ernest aurait eu une bonne partie du visage brûlé dans un incendie de l'Opéra Le Pelletier, donc le même que celui d'Emma Livry, à savoir qu'à cette même date, un incendie se déclare réellement dans la nuit du 28 au 29 octobre, ce qui a précipité du coup la construction de l'actuel Garnier, Opéra Garnier, puisque dans les faits, de ce que j'ai pu voir, il y avait eu, alors je n'ai pas retenu l'année, mais c'était peut-être 1 ou 2 ans avant, il y avait eu un concours pour savoir qui construira le
prochain opéra justement qui visait à remplacer l'opéra Le Pelletier. À cause de tous les incendies, il fallait de nouvelles structures beaucoup plus sûres. Et il y avait eu un attentat contre Napoléon 2 ou 3 et sa femme, j'avais son nom, Joséphine je crois, et du coup suite à cet attentat ça a été complètement bousculé les résultats du concours et donc Garnier a été élu vainqueur. Durant ce drame, Ernest, du coup, le pianiste aurait perdu sa fiancée dans les flammes qui était ballerine. Vous voyez un peu la coïncidence? Il se serait alors réfugié dans les sous-sols de l'Opéra Garnier qui est encore en cours de construction à ce moment et jusqu'à sa mort, il n'aura cessé de créer des hommages et des œuvres pour sa fiancée disparue. Son corps n'aurait pas été retrouvé avant le 24 décembre 1907 grâce à Alfred Clark qui était président d'une compagnie française de gramophone. Donc c'est un peu, vous savez, l'ancêtre du tourne-disque. Et Alfred Clark, en fait, voulait enregistrer toutes les voix des cantateurs et cantatrices de l'opéra Garnier pour que les personnes, du coup, du 21e siècle, nous, puissent découvrir les voix de l'opéra à leur époque. Il était donc prévu de mettre 48 disques dans les sous-sols de l'Opéra Garnier et lors de sa descente, les ouvriers seraient tombés sur un squelette, celui de Ernest. Afin de ne pas créer de panique générale, les autorités ont décidé de dire qu'il s'agissait d'une victime de la Commune de 1871, autrement appelée la Semaine sanglante, qui dura du 21 au 28 mai où près de 20 000 communards furent tués par des Versaillais. C'est énorme. Cependant, beaucoup dans la pensée populaire pensent qu'il s'agit plutôt du pianiste Ernest disparu et qu'il entrait toujours l'opéra. Le nom exact de Gaston Leroux, apparemment de son roman, de ce que j'avais trouvé, serait À la lisière du policier et du fantastique. Cette légende a aussi été énormément adaptée, c'est pour ça que je pense que vous avez peut-être dû déjà en entendre parler, que ça soit d'une façon ou d'une autre, que ça soit par la légende en elle-même, peut-être en faisant des visites sur Paris, les films, les romans, et vous avez même des pièces de théâtre à Broadway, et c'est vrai que même de temps en temps sur YouTube, enfin du moins je sais que ça me le propose, où on voit même des représentations tout court qui ne sont pas de Broadway ou autre, où justement les personnes ont décidé de reprendre le thème et la légende du fantôme de l'opéra pour faire un spectacle. Un Airbnb aussi a été ouvert un moment, donc là je crois que c'est plus d'actualité, pour dormir au Palais Garnier dans la loge d'honneur. Franchement ça devait être exceptionnel. 2 autres événements ont servi à consolider la légende aussi du fantôme de l'opéra, puisque voilà, comme je vous disais, il y avait pas mal de drames à ce moment-là. Il y a un machiniste qui a été retrouvé pendu, sauf que la corde n'a pas été retrouvée, donc en soi il n'a pas pu se pendre lui-même. Et quelques temps plus tard, une autre ballerine décède après une chute depuis une galerie. Alors ça, je me suis renseignée parce qu'une galerie, c'est-à-dire, apparemment ce serait une sorte de balcon. Si j'ai bien compris, du coup, la traduction que j'ai pu trouver. De toute façon, toutes les sources sont dans la description. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être découvrir. Après, c'est surtout avec cette légende, je trouve, ce qui est compliqué, c'est de démêler la réalité de la fiction. On va dire ça comme ça. Notamment la partie de Ernest. Parce que la ballerine, c'est sûr, c'est avéré, etc. J'ai vraiment retrouvé, de toute façon vous avez vu des photos de cette jeune ballerine, mais c'est vrai que Ernest, j'ai quand même une petite pensée à côté, qui fait un petit doute, qui se dit est-ce que ce n'est pas peut-être Gaston Leroux, parce que je n'ai pas lu par contre le livre, et dans les films on ne sait pas d'où vient le fantôme de l'opéra, donc je sais pas si c'est pareil, c'est une personne qui a réellement existé, mais auquel cas ce qui pourrait être attesté c'est avec la police, comme quoi ils ont un peu menti sur la découverte du cadavre, mais pareil ça pourrait être tout à fait aussi inventé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, si vous la connaissiez, si vous connaissiez peut-être aussi les détails qui l'entouraient. Je trouve ça quand même, cette histoire fascinante. On va pas se cacher, ça montre aussi malheureusement qu'à l'époque toutes les structures n'étaient pas forcément adaptées. Vraiment, c'est vraiment ce qui revenait souvent. L'opéra Pelletier et un autre opéra prenaient très souvent le feu. J'avais pu aussi voir passer, là c'est un peu l'instant info complémentaire, que lors de la construction c'était justement très compliqué pour l'architecte Garnier, puisque c'était sur une terre, alors je dirais peut-être pas marécageuse parce que ça c'est Versailles, mais sur une sorte de
d'immenses nappes phréatiques et ça a été tout un système justement pour réussir à trouver comment placer un opéra ici. Et bon, il a relevé le défi, mais c'est vrai que cet opéra a beaucoup d'histoire. Il y a sûrement des visites qui se font sur Paris. Peut-être qu'un jour, quand j'irai là-haut, je ferai un tour. Si en même temps cette légende-là vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir de voir que mes recherches et que les histoires que je trouve vous plaisent. Et n'hésitez pas non plus en soi à vous abonner pour ne louper aucune légende et histoire. Ça serait quand même, je pense, dommage vu qu'il y a énormément de choses à voir en France. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles légendes.